Bonsoir à tous et bienvenue. Suite à l'annonce de la suspension des frais COJES dans les écoles, 3 mesures viennent d'être arrêtées. Entre autres, les responsables des COJES doivent désormais surseoir à tout décaissement de fonds et déposer leur bilan de trésorerie à la reprise des cours en janvier prochain. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football dénonce la mise en place par la FIFA d'un comité de normalisation pour le football ivoirien. Dans un communiqué produit ce lundi, la FIFA estime que cette décision est à caractère fallacieux et impertinent. Et puis à l'étranger, au Burkina, le président sortant réélu au premier tour le 22 novembre dernier, Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce lundi, promettant de ramener la sécurité dans le pays. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Justement, lors de sa prestation de serment il y a 15 jours, le président de la République avait annoncé la suspension des frais COJES dans les écoles. 2 semaines après, 3 mesures viennent d'être arrêtées. Entre autres, les responsables des COJES doivent désormais surseoir à tout décaissement de fonds et déposer leur bilan de trésorerie à la reprise des cours en janvier prochain. Les précisions de Thiemé Dandje. Après la décision du président de la République de suspendre les frais COJES dans les écoles, place désormais à l'exécution. Pour ce faire, 3 décisions majeures ont été arrêtées par le gouvernement. Elles ont été annoncées aux responsables des plateformes de COJES du pays par la ministre en charge de l'Éducation nationale. Il s'agira pour les acteurs du milieu de suspendre toute levée de cotisations et dépenses en cours, surseoir à tout décaissement de fonds au titre de l'année scolaire 2020-2021 et faire le bilan des trésoreries. Lors de la rencontre, Candia Camara invite à ne pas voir une sanction derrière cette décision, mais bien une volonté de lever toute entrave à la vision de l'école pour tous. Par cette décision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans son rôle régalien, veut soulager les parents d'élèves d'une partie des charges scolaires qui pèsent sur leur dos. Notons que dans le cadre de la mise en œuvre de l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, le président de la République Alassane Ouattara a signé un décret le 15 septembre 2015 à Bandoukou. Ce décret vise à faire sauter tous les obstacles à la scolarisation des enfants de parents démunis. Occuper une fonction ministérielle et exercer son métier d'origine, c'est encore possible. Il y a quelques années, on a connu le ministre Saliou Touré au département de maths physique qui continuait de donner des cours et encadrer des étudiants malgré ses charges ministérielles. Aujourd'hui, c'est l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui donne des cours en mécanique du point et optique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Comment allie-t-il les 2 fonctions? L'une de nos équipes l'a suivi. Un reportage de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Université Félix Houphouët-Boigny, UFR, Sciences des structures de la matière et technologie. Dans cet amphithéâtre, près de 1000 étudiants de première année de mathématiques informatiques au Matinfo sont attentifs à un cours de mécanique du point. Une matière bien redoutée par ces étudiants venus fraîchement des lycées et collèges. On a le point d'intersection des deux qui est ici. Ça correspond à B', l'image de B que vous projetez orthogonalement sur l'axe optique pour avoir A', l'image de A. Et comme ça, vous avez l'image A', B' de AB à travers la lentille mince convergente. L'enseignant, un ministre ivoirien dans l'actuel gouvernement. Malgré ses charges ministérielles, pas question d'abandonner la craie et le tableau noir. C'est une matière très compliquée, mais il prend le temps de bien expliquer. Il nous donne parfois des conseils. Voilà. Souvent, il s'arrête. Pendant son cours, il s'arrête. Il nous dit que quand on est pauvre, il faut travailler 2 fois pour ici. Que ici sont passés par là. Quand il enseigne, il laisse, disons, le côté municipal. Il se sent dans la poche du professeur. Il explique comme s'il expliquait à ses enfants. En tout cas, il explique très bien. Depuis qu'il a été nommé ministre, les étudiants lui accordent un accueil bien particulier. Nous l'accueillons ainsi parce que c'est notre ministre
d'abord, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et encore, c'est notre professeur. Le professeur Ané, doyen de l'UFR SSMT, n'en est pas moins fier. Selon lui, le ministre enseignant a gardé ses habitudes, malgré son statut et rang actuel. Ce qu'on fait, quand on fait les emplois du temps, et on lui communique ces emplois du temps-là. En ce qui le concerne, des fois, quand il arrive ici pour faire les cours, il passe au moins pour nous saluer, pour dire « Ah, monsieur le doyen, je suis là, je suis venu faire mes cours. » Ça, c'est quelque chose de très important qu'il a gardé. Et ça, c'est à son honneur. Parce qu'étant ministre, quand il arrive, bon, c'est vrai que je suis son doyen, mais si on veut regarder dans la hiérarchie, bon, c'est moi il peut m'appeler pour dire « Ah, monsieur le doyen, je suis arrivé », mais il passe d'abord pour moi nous saluer, et puis il repart faire son cours. Enseigner, une passion pour le professeur Adama Diawara. Pour mon cours d'optique géométrique, ça sera le samedi à 14h à l'Amphicé. Donc vous prenez vos dispositions, vous mettez le vidéoprojecteur et tout en place, de telle sorte qu'à 14h on puisse commencer le cours. Depuis son bureau ministériel, il est en contact avec collègues, collaborateurs et étudiants. Un avantage selon lui pour le portefeuille ministériel qu'il occupe. Pour plusieurs raisons, je continue à donner mes cours. Comme je l'ai dit, il y a peut-être cette vocation d'enseignant que j'ai toujours eue. Mais il y a aussi question de réalisme. Le fait que je puisse rester en contact permanent avec le monde universitaire. Ça me permet d'être régulièrement au parfum des réalités de l'enseignement supérieur. Vraiment, je le vis au quotidien, puisque je suis permanemment sur le campus. Et en plus, ça facilite le dialogue social avec les enseignants, les PAT et les étudiants, puisque je suis en contact permanent avec eux. Mais évidemment, ma charge ministérielle fait que en semaine, je ne peux pas. Voilà, en semaine, je suis obligé d'être au ministère. Par contre, les samedis et même parfois quelques rares dimanches, je vais pour donner cours avec mes étudiants. Avant sa nomination dans le gouvernement, le ministre Adama Diawara a été conseiller à la présidence et à la primature des tâches qui n'ont jamais réussi à l'éloigner des amphithéâtres. Je vous l'annonçais en titre, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football dénonce la mise en place par la FIFA d'un comité de normalisation pour le football ivoirien. Dans un communiqué produit ce lundi, la FIFA estime que cette décision est à caractère fallacieux et impertinent. Les précisions de Salif Yalekoye. Le comité exécutif de la FIFA était en réunion ce lundi pour plancher sur la dernière décision le 24 décembre dernier de la FIFA de mettre en place un comité de normalisation pour la gestion du football ivoirien à la suite de la mésentente dans la gestion du processus électoral. Réuni ce jour et après analyse de cette décision, le comité exécutif a conclu au caractère fallacieux et impertinent des motifs qui la sous-entendent. Aussi, le comité exécutif a-t-il pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le TAS, a annoncé la FIFA dans un communiqué signé par son directeur exécutif Samétiassé, Jean-Baptiste, au terme de cette réunion. Cette décision qui met sous tutelle la FIFA a justifié de son côté la FIFA résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. Le tribunal arbitral du sport est donc attendu sur ce sujet. Lui, il est encore étudiant. Richemont T est un artiste, peintre en herbe, comme on en rencontre souvent dans les rues d'Abidjan, mais à la différence des autres, il effectue son travail avec des matériaux pour le moins inhabituels. Ses portraits sont réalisés à base de café et de chocolat, de café associé au kori et de tuyaux en plastique recyclé, le tout dans une démarche écologique, avec des résultats parfois surprenants, comme vous pouvez le voir dans ce sujet de Yeli Traoré et Tanguy Conan. Commune de Port-Boué, quartier derrière Ouaf. C'est là qu'est installé l'atelier de travail du jeune artiste peintre Richemont T. À 23 ans, étudiant dans une grande école des beaux-arts d'Abidjan, c'est la cour de la concession familiale qui lui sert d'atelier de travail quand il n'est pas à l'école pour prendre ses cours. À première vue, ces tableaux ressemblent aux autres, mais le choix des matériaux utilisés détonne.
Le café, c'est quelque chose d'abord que ça me façonne parce que la couleur et puis l'odeur, tout ça, c'est quelque chose qui me façonne. Le café et le chocolat. Donc moi, tout petit, même j'aimais déjà ça d'abord. Donc à la base, je suis quelqu'un, j'aime, si vous voyez, il y a plus d'harmonie un peu sombre. C'est-à-dire, j'aime ce côté-là. Donc pour moi, c'était d'abord ne pas prendre la peinture ordinaire pour créer ça. Donc j'ai cherché, et puis vu que la Côte d'Ivoire même en produit, et puis leader dans ce domaine, donc j'ai pris ça pour illustrer, faire des choses avec ça. Je voulais donner une autre manière de voir des courriers, c'est-à-dire le côté un peu beau, décoratif, et puis aussi le rapport de l'art avec la culture. L'artiste travaille en ce moment sur un portrait géant du président de la République, effectué avec des tuyaux en plastique récupérés en partie sur les décharges publiques et les chantiers de BTP de la commune. Maintenant, je dessine. Quand je finis de dessiner, je cherche le contraste, je cherche la couleur qui va avec le contraste que je veux faire. Et je représente. Il y a plusieurs couleurs. Là, c'est le blanc. Vous voyez ce blanc que j'ai pour faire un peu la chemise. Et puis, on peut dire la lumière qui va sur ce visage-là. Donc, à la base, ce sont des tuyaux qui sont un peu longs. D'autres portraits de personnalités ont été réalisés avec comme matériau un mélange de café et de chocolat ou avec du café-chocolat et des coris. D'abord, j'avais commencé par le café. Donc, pour pousser mes recherches, j'essayais de faire une alliance avec le café et le chocolat. Donc là, ce sont des jets en fait. Je fais des jets pour trouver des formes dans le fond, tout ça. Et j'essaie d'illustrer le portrait que je veux représenter. Mais je fais ce portrait avec seulement des traits. Le jeune artiste peintre compte augmenter son rythme de production en vue de pouvoir sortir de l'anonymat et monétiser son travail. En attendant, il joint les deux bouts grâce à quelques rares mécènes et à l'aide de ses amis. Direction à présent à Bobo, au nord d'Abidjan, où l'accès à la nouvelle casse routière de Ndotré relève de la Croix et la Bannière, en plus de la voie difficile non bitumée. Le principal pont qui mène vers ce site s'affaisse et cédera définitivement si rien n'est fait. Les artisans et les populations riveraines ont de bonnes raisons d'être inquiètes. Salifia Lekwe, Fulgence Kissiedo. Abidjan à Bobo-Ndotré, c'est dans ce quartier du nord d'Abidjan qu'est installée la nouvelle casse depuis quelques années, après le déguerpissement du site d'Adjamé. Une casse qui peine à fonctionner normalement en raison de nombreuses difficultés, dont son accès. Le pont qui mène à l'endroit est fortement menacé. Quand il pleut, on ne peut pas passer du tout. L'eau monte dessus, donc ça fait que les clients ne viennent pas à la ferraille. Donc on a ces problèmes ici. Si, en tout cas, nous, on demande l'État s'il peut nous aider toujours. Ils ont fait beaucoup déjà, en tout cas. Mais le problème des ponts, là, vraiment, ça pose de grands problèmes. Nous, on est obligés d'aller prendre les voitures pour envoyer, pour que les clients arrivent ici. S'ils viennent ici, là, ils voient la route, demain, ils ne viennent plus. Mais vraiment, on est découragés. On demande pardon au président, on demande pardon au Premier ministre. Il regarde face à nous, notre problème. Il regarde face à nos problèmes. On demande pardon pour toujours. Ils avaient donné d'argent à des gens pour faire. Ils ont bouffé d'argent. L'État, on sait qu'il a décaissé. Mais ils ont bouffé l'argent, ils n'ont pas fait bon travail. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc on a un sérieux problème. Et quand il y a trop de monde dedans, mais voilà, c'est la seule route qui passe pour arriver dans le quartier. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire à cause des routes là. Une situation bien préjudiciable aux activités économiques de la zone. D'abord le pont, la hauteur est très basse et puis la largeur n'est pas aussi à la hauteur. Donc ce qui fait aujourd'hui là que dès qu'il pleut net là, toutes les terres qui sont autour des bétons là s'en vont. Donc c'est la grande difficulté aujourd'hui au niveau de notre région. Notre tutelle a été déjà signalée, la mairie d'Abobo aussi a été signalée. Donc on attend à ce qu'ils viennent réagir. Sinon la population qui est là actuellement, là, notre financement ne peut pas faire ce point-là. Ça a un impact. Aujourd'hui les véhicules qui rentrent là, c'est avec beaucoup de difficultés. Vous avez emprunté tout à l'heure. Donc on a peur que même qu'il y ait des dégâts avant qu'ils ne viennent réparer le pont. Il faut agir vite avant que le pire n'arrive. Ce sont quelques 1400 magasins qui sont construits sur ce site où environ 700 artisans exercent effectivement. Hier dimanche 27 décembre s'est tenue l'élection présidentielle au Niger, une élection historique qui pourrait marquer la première transition démocratique dans ce pays sahélien. Après un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, les Nigériens attendent les premières estimations
et espère une élection transparente. Était attendu aux urnes à près de 7,4 millions d'électeurs. Nadia Edja. Après avoir voté ce dimanche, les Nigériens attendent désormais les résultats. Déroulée dans une atmosphère apaisée, cette élection marque un tournant important dans l'histoire du pays, qui vit sa première transition démocratique entre deux présidents élus. S'ils se réjouissent du calme qui a prévalu, l'avis des Nigériens reste tout de même mitigé sur la crédibilité de cette élection. La santé, d'abord, première position. L'éducation, deuxième position. Et troisième position, avoir pitié aux pauvres. Que si à Niamey, l'organe suprême ne peut pas mettre l'effectif qu'il faut, imaginez de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je dis que chez nous, ça a marché parce qu'il est très facile de trouver un remplaçant, un membre de la CENI qui n'existe pas ou qui n'a pas pu se déplacer. Mais de la bourse profonde, ça, je suis sûr qu'il y a eu des problèmes là-bas. Que ces élections sont saines, je ne donne pas cette garantie. Mais moi, je sais que le peuple est sorti, le peuple a voté. Outre cet aspect, le président élu devra mettre en priorité certains axes tels que la paix, la santé et l'éducation. L'avenir du Niger que j'attends, c'est la sécurité, la santé, le progrès et la démocratie. Ce sont au total 30 candidats qui sont en compétition pour briguer le fauteuil présidentiel nigérien. Les résultats devraient être sus entre mercredi ou jeudi de cette semaine. Au Burkina Faso, le président sortant réélu au premier tour le 22 novembre dernier, Roch-Marc Christian Kaboré, a prêté serment ce lundi, promettant de ramener la sécurité dans le pays. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Yeli Traoré. C'est devant 10 chefs d'État de la sous-région et quelques 1200 invités de marque que Roch-Marc Christian Kaboré a été investi aujourd'hui au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour un second mandat à la tête du Burkina Faso. Le président de 63 ans a fait plusieurs promesses lors de cette cérémonie. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Des pans entiers du territoire échappent au contrôle de l'État et n'ont pu participer à la présidentielle et législative du 22 novembre en raison de l'insécurité. Plusieurs candidats de l'opposition, dont son désormais chef de file Edi Komboyego, dirigeant de l'ex-parti au pouvoir, qui avait dénoncé un scrutin entaché d'irrégularité avant de féliciter le président Kaboré pour sa réélection, ont assisté à la cérémonie d'investiture. Dans son discours, Roch Kaboré a également promis de travailler à la réconciliation nationale. Je lancerai dans les mois à venir de larges consultations afin de définir les voies d'une réconciliation nationale véritable, a-t-il annoncé, précisant vouloir prendre en compte les crimes de sang économiques et politiques qui, de 1960 à nos jours, continuent d'envenimer les rapports entre les Burkinabés. Élu en 2015, Kaboré est réélu dès le premier tour de la présidentielle du 22 novembre avec 57,74% des voix pour un deuxième et dernier mandat selon la Constitution. Pays sahélien et enclavé de 20,5 millions d'habitants, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et 1 million de déplacés internes. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h50.